Bonjour. Alors, je vais commencer par expliquer ce titre, s'il veut bien apparaître. Voilà. Méfiance, défiance, peur et dégoût. Qu'est-ce que c'est que la méfiance? Qu'est-ce que c'est que la défiance? En tout cas, quelle est la différence entre les deux? La méfiance est un état, j'allais dire, entre guillemets, naturel d'un omnivore. Et je reviendrai là-dessus. Et la défiance, c'est quand la peur, la colère et le dégoût s'ajoutent à la méfiance. Et je pense que c'est dans cette situation-là que nous sommes aujourd'hui, alors que nous traversons un âge de rupture et pas seulement de crise, mais pas seulement dans le domaine de l'alimentation. Là aussi, j'y reviendrai. Alors, je vais commencer par une histoire. Il se trouve qu'il y a une sorte de point, un dernier point sur cette histoire récent, puisqu'il date du 11 février. C'est cette histoire que les plus anciens d'entre vous connaissent sans doute. C'est l'affaire du tract de Villejuif. Alors sur cette slide, je dis qu'il apparaît en 71. Ailleurs, on dit qu'il apparaît en 76. C'est le début des années 70 ou la moitié des années 70. Et qu'est-ce que c'est que ce tract? Alors il y a de multiples variantes, mais celle-ci c'est la plus fréquente. Sous l'entête de l'hôpital de Villejuif, enfin communiqué par l'hôpital de Villejuif, on donne une liste d'additifs alimentaires, quelque chose que nous connaissons tous. Et dans ces additifs, il est dit que certains sont autorisés, mais toxiques, cancérigènes, etc. Et ce tract est démenti par tout le monde, par Villejuif, etc. Peut-être pas, rien à voir avec Villejuif, ou avec une autre autorité quelconque. Mais en dépit de ces démentis, il continue à circuler. Et 3 ans après, une enquête Gallup montre que 43% d'un échantillon de mères de famille ont lu le tract. Et Jean-Noël Capferrer, qui est professeur à HEC, fait une enquête avec ses étudiants. Et il voit que le tract a été affiché dans des salles d'attente de cabinets médicaux, chez des professionnels de santé, qu'il a été reproduit dans des journaux d'annonces, dans des livres, et même dans un manuel de sciences naturelles du primaire qui a été rédigé par un médecin homéopathe. Le médecin homéopathe, c'est l'ouvrage de vulgarisation sur le cancer. Il y a une chose qui ne figure pas sur la diapo, et qui est pourtant la plus importante, c'est que Capferrer s'aperçoit que ceux qui portent la croyance ne sont pas, comme on pourrait le croire, a priori, les moins instruits, les moins informés, mais c'est le contraire. C'est absolument le contraire. Ce sont les plus éduqués, les plus informés, qui sont les plus, si j'ose dire, remontés. Bon, moi-même, je trouve ça chez mon boulanger en 2010, si je me souviens bien, dans un journal d'annonces. Exactement la même version que le tract dactylographié des années 70. Vous le trouvez sur Internet. Mais ce qui est nouveau, c'est que vous le trouvez aussi sur Internet dans des sites qui veulent débusquer les rumeurs et les fake news. Il y en a au moins 2. Il y a Hoaxnet, il y a Hoaxbuster, il y en a probablement d'autres. Et c'est sur l'un de ces sites que j'ai trouvé, pas plus tard qu'hier soir, ceci, une émission de la 5 du 11 février, une émission politique, avec à droite l'écrivain Jean Telet, et le député MoDem du Loiret, M. Ramos, qui, j'ai décidé de ne pas vous passer la vidéo, parce que ça a un effet qui est quand même... Enfin, bon, il y a quelque chose d'injuste, j'allais dire, il y a quelque chose d'injuste, parce que c'est ça que je veux, sur ça que je veux insister, c'est qu'une affaire comme ça, tout le monde peut se faire avoir. Tout le monde peut se faire avoir. Je veux dire... Si vous travaillez dans l'industrie agroalimentaire, il y a moins de chances. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas les dispositions qui sont celles de la doxa, de l'espèce d'opinion de base, de la vulgate dominante qui circule,
et qui rend ceci fondamentalement crédible et même vraisemblable et même, allons, probable. Le E330, dit M. Ramos, c'est le plus toxique, c'est le plus dangereux, c'est l'acide citrique. Bon, nous en avons tous dans nos cellules, paraît-il. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse à partir de ça, et pas du tout sur le mode de la dénonciation, du sarcasme, etc. Parce que, comme Kapferer l'avait montré dans cette première étude, ce ne sont pas seulement des croyances populaires, ou ce ne sont même pas des croyances populaires, même si ce sont des croyances populistes, éventuellement, qui peuvent s'y associer. Mais en tout cas, ce qui peut s'associer aux croyances populistes, c'est aussi la dénonciation de M. Ramos en tant que parlementaire, etc., etc. Nous sommes dans une époque où le climat est tel que ce qu'il faut, c'est apaiser, élucider, éclairer, adopter de la réflexivité. Et jusqu'à présent, la dénonciation n'a jamais fonctionné. De sorte que ce qu'il faut éviter, c'est à la rumeur opposer une anti-rumeur qui n'est pas moins une rumeur. Et donc pour ça, il faut réfléchir. Alors d'abord, il y a plusieurs thèmes que je voudrais aborder. Il y en a un qui est très clair, c'est tout de suite la question du chimique, qui est aussi une autre version du transformé, du processed, de l'ultra-processed peut-être même, qui n'est pas une rumeur, qui vient du monde scientifique et quelque chose qui est de plus en plus accepté, semble-t-il, par la communauté ou une partie de la communauté scientifique. Le chimique, c'est pas une affaire nouvelle, ça date pas non plus, ça date même pas des années 70. Ça date, par exemple, ça va beaucoup plus loin en réalité, mais ça, voilà, j'ai trouvé ça chez les bouquinistes il y a quelques années. 1931, comment on nous empoisonne par les aliments chimiqués, qui sont la cause d'à peu près toutes les maladies. C'est ce qui est expliqué par un sieur Rancoul, dont je n'ai pas la biographie. Et en réalité, quand je dis que ça remonte plus loin, vous pouvez vous documenter avec cet ouvrage historique qui remonte à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, parce que l'alimentation est fondamentalement liée à l'essor de la chimie, bien entendu. Et dès le début du XIXe siècle, et de manière croissante à la fin du XIXe siècle avec l'industrialisation de l'agroalimentaire, d'abord aux États-Unis, surtout aux États-Unis, on voit monter tous ces périls réels d'ailleurs, dans certains cas, et notamment c'est étudié à travers les questions de l'aluminium, la question des colorants, et la question des plastiques. Enfin voilà, c'est un ouvrage historique qui est intéressant sur cette question. Alors, quelle méfiance au pluriel? Il n'y a pas seulement des méfiances dans l'agroalimentaire et dans l'alimentation, contre l'industrie et contre l'agroalimentaire. Il y a des méfiances d'une manière générale sur l'ensemble de l'alimentation transformée, si j'en reste à l'alimentation pour l'instant. Ça, c'était un eurobaromètre d'il y a déjà presque 10 ans, mais qui montrait très bien, grâce à une question ouverte au début, là c'est formulé en anglais, est-ce que dans vos propres termes, pouvez-vous nous dire quels sont les éléments qui vous inquiètent quand il s'agit d'alimentation? Et dans cette question ouverte, une fois codée, on s'aperçoit que toute catégorie confondue, l'inquiétude ou la peur la plus importante, ce sont les produits chimiques dans l'alimentation, pesticides, additifs, colorants, tout ce que vous voulez. Et à cette catégorie, on peut ajouter aussi les OGM et les antibiotiques, etc. Bon, si on sort du domaine strictement alimentaire, on s'aperçoit qu'il y a toute une série de méfiances ou d'inquiétudes qui naissent, qui se manifestent et qui fleurissent. Serge Michel, il y a quelques années, avait présenté cette étude dans laquelle on demandait aux gens quels sont les acteurs suivants qui ne disent jamais, qui disent la vérité. Non. Les acteurs suivants disent-ils la vérité sur les contenus, ce que contient notre alimentation? Toujours, quelquefois, jamais. Voilà juste la réponse jamais. Vous voyez qu'il y en a pour tout le monde, quoi, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en premier lieu, les grandes marques alimentaires, mais la Commission européenne, les ministères, les forums sur Internet, le journal de 20 heures, etc. Il y a quand même des réponses significatives sur toutes ces catégories
indistinctement, ou presque indistinctement. La science est mise en cause de tous les côtés. Par exemple, une enquête, là encore, c'est les 10 dernières années, il y a une accélération. Là, c'est 2011 dans Le Monde, une enquête sur la science et les scientifiques. Les gens croient à la science ou ont confiance dans la science, mais pas dans les scientifiques. Il faut qu'ils soient indépendants. Entre guillemets, et indépendant, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit dans le privé, mais même dans le public, on n'a pas très confiance, ce qui fait qu'après, il ne reste plus guère que des ONG ou des financements peu clairs. La confiance dans l'État, dans le government en anglais, hein, dans le politique, il y a quand même un phénomène au niveau OCDE, au niveau général, de déclin de la confiance dans la gouvernementalité. Depuis, là, c'est de 2007 à 2014, on voit qu'il y a un déclin constant. On voit bien que si on prend des données de cette année de Edelman International, on voit que la méfiance continue. Que la différence semble s'accentuer entre deux catégories qu'ils appellent les plus informés, le public informé, et le public moins informé. La différence s'accentue. Bon, il faudrait réfléchir un peu sur les dessous. Je vais un peu vite parce que y a quelqu'un derrière moi qui a beaucoup de choses intéressantes à vous dire, qui est Emmanuel Lefranc. Alors, je bouscule un peu, on en gardera pour la discussion. Les dessous de la méfiance. Alors évidemment, quand on parle de ça, ou de l'inquiétude, ou de la méfiance en matière alimentaire, on fait la liste des crises alimentaires. Il y a eu une série de crises qui ont un petit peu ébranlé la confiance. Mais il faut voir ces crises comme des séismes, et les séismes sont liés à des failles souterraines, à la tectonique des plaques. Et ces phénomènes, ces tensions, en dehors des crises, n'apparaissent pas. Je crois que c'est une chose importante à considérer. Alors, ça commence en 71 avec colorant, huile de colza, etc. On pourrait remonter même un peu plus loin. Avant ça, après la guerre, dans les années 50, il y a l'émergence des mouvements de défense des consommateurs qui traquent les éléments en question, les événements en question. Et on voit bien que, oui, il y a une succession d'événements réels. Il y a un changement absolument fondamental dans l'agriculture et la production et la transformation des produits alimentaires. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Le passage des écosystèmes domestiques diversifiés à des écosystèmes planétaires spécialisés, disons. Enfin, on connaît tout ça, on l'a suffisamment discuté. Mais je voudrais repartir là du fondamental. Il y a quelque chose de fondamental, je dirais répéter ça de nombreuses fois dans les années passées, mais pardonnez-moi, ça me paraît essentiel. Quand on est un animal omnivore, on a certaines caractéristiques et il y a une sorte de paradoxe ou de dilemme de l'omnivore, comme l'avait formulé Paul Rosine dans les années 70, vis-à-vis de la nouveauté, vis-à-vis de l'inconnu. Un omnivore, il est tiraillé entre le danger et la nécessité. Pourquoi la nécessité ? Le danger, c'est de l'inconnu. On ne sait pas si ce n'est pas toxique. La nécessité, c'est qu'il y a quand même une nécessité de variété qui est inhérente au métabolisme, à la physiologie de l'omnivore, qui n'est pas capable de synthétiser tous les acides aminés essentiels. Donc, il faut être capable de varier un minimum son alimentation. Donc la nouveauté, c'est à la fois un danger et une nécessité, l'innovation, la variété. Nous sommes à la fois néophiles et néophobes. Et en somme, on voit bien qu'un tel tiraillement entre des impératifs contradictoires peut générer quelque chose qui est une anxiété consubstantielle, biologiquement presque inscrite. Je sais bien que les sociologues n'aiment pas beaucoup qu'on naturalise, mais là, il y a quelque chose de vraiment radicalement, fondamentalement ancré dans les sujets omnivores. Alors, la cuisine, ça nous aide, la culture culinaire nous aide à résoudre le paradoxe, ou nous aidait peut-être. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que les mangeurs
sont dans les sociétés traditionnelles, archaïques, enfin comme vous voulez, dans le registre ethnographique, on voit bien ça, et même dans nos souvenirs, on voit bien que nous consommons, non pas à volonté, et en tout cas jusqu'à une date récente, non pas à volonté et selon nos choix individuels, mais selon des règles implicites, quelquefois explicites, qui s'appliquent en dehors même de notre conscience. Les heures des repas, c'est une convention sociale, c'est une norme qui est particulièrement fixe et rigide en France. À 13 heures, vous avez 50% des Français qui sont en train de manger. Si vous traversez la Manche, j'ai donné ces chiffres de Thibaut de Saint-Paul, enfin que Thibaut de Saint-Paul a compilé un nombre énorme de fois, mais ça me paraît fondamental. Vous traversez la Manche, en Grande-Bretagne, il n'y a jamais plus de 17,5% des gens qui sont en train de manger à la même heure en même temps. Donc il y a des différences radicales selon les cultures, et dans notre culture, c'est extrêmement, j'allais dire contraignant, mais enfin, en tout cas, ça nous anime et ça nous fait fonctionner. Et donc, les techniques et les règles culinaires, ça fait quoi? Ça fait que vous pouvez acclimater les aliments inconnus en les accommodant à la sauce de votre cuisine. Vous les mettez dans un contexte de repas, de menu qui est familier, à des horaires précis, dans un ordre précis, en France en particulier, entrée, plat, dessert. Ça vous dit quelque chose? À l'intérieur même de chacun de ces éléments du repas, il y a des règles d'inclusion ou d'exclusion. Si vous avez une viande, il faut un légume, etc., etc. Et donc, les aliments inconnus deviennent plus familiers. Les aliments trop connus, monotones, on peut leur donner de la variété, en les accommodant avec des recettes différentes. Et ce qui est très important, en bas à droite, le carré en bas à droite, c'est que finalement, nous ne prenons pas de décision. Nous appliquons sans le savoir, ou nous prenons peu de décisions, nous faisons peu de choix. Et quand nous passons à la société et à la culture qui sont la nôtre de plus en plus aujourd'hui, pas complètement, tout ça c'est encore extrêmement mouvant, on est dans un cadre dynamique où ça c'est l'état premier des choses, mais nous entrons dans une situation où ces règles ont tendance, pour une partie de la population, en partie urbaine, en partie jeune, regardez les publicités pour je ne sais plus quel livreur à domicile de plats qui dit « manger à l'arrache » et où on valorise, où on autorise le fait de s'écarter de ces règles. Mais s'écarter de ces règles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous donnez à l'individu un poids supplémentaire sur ses épaules, un poids qu'il n'avait pas auparavant et qui est de faire le bon choix. Nous entrons dans l'univers des choix, dans le temps des choix, faire les choix, et nous sommes responsables de chaque molécule, nous devenons responsables de chaque molécule que nous allons faire pénétrer dans notre corps ou dans le corps de nos proches si nous en sommes responsables. C'est un âge nouveau, un âge où il faut prendre des décisions, et des décisions soi-disant informées. Mais informées par quoi? C'est une liberté qui pèse. Deuxième chose anthropologique, j'ai répété ça déjà 100 fois, je demande pardon à ceux qui l'ont déjà entendu, mais l'idée qu'on est ce qu'on mange, c'est beaucoup plus qu'une croyance, c'est ce que les psychologues cognitifs appellent une heuristique, c'est-à-dire un mécanisme à la louche, spontané, mental, qui nous fait voir les choses comme Brillat-Savarin, mais comme d'innombrables autres philosophes dans d'autres pays, dans d'autres cultures, en faisant des enquêtes comparatives dans de nombreux pays, j'ai été frappé par le fait qu'on avait toujours à me proposer un philosophe ou un auteur local qui aurait formulé cette vérité fondamentale qu'on est ce qu'on mange. Alors en Allemagne, on vous dit tantôt que c'est Goethe ou Feuerbach, en Angleterre, j'oublie à qui on l'attribue, en Italie, etc. On est ce qu'on mange, ça veut dire dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ça, c'est l'aphorisme de Brillat-Savarin. On voit bien le rapport entre la chose mangée et le mangeur. À gauche, vous voyez un monsieur, bon, je n'ai pas besoin d'illustrer, on est ce qu'on mange, on devient ce qu'on mange, et nous sommes ce que nous mangeons. Mais qu'est-ce que nous mangeons? Dans la perception générale, nous mangeons des choses qui sont transformées et qui viennent on ne sait d'où, qui sont packagés, qui sont des objets impénétrables, si j'ose dire, envers lesquels nous avons
besoin, ou nous disons avoir besoin de plus en plus d'informations. Donc nous mangeons des choses qui viennent d'une boîte noire, d'une certaine manière. Et ce que nous disent les mangeurs depuis maintenant des décennies, mais vous allez voir que ça passe par des paliers successifs, c'est avec l'alimentation contemporaine, moderne, on ne sait pas ce qu'on mange. Donc je ne sais pas ce que je mange, et ce que je mange, ce sont des objets comestibles non identifiés, comme venus d'ailleurs. On incrimine de plus en plus le packaging, les contenus, les additifs, etc. Ça va jusqu'à la découverte de tromperies. J'aime beaucoup celle-là avec le calembour « They won't find us in here », on ne nous trouvera pas là-dedans. Excusez-moi encore des citations anglaises, mais celle-là, elle est tellement parfaite que, en tant que mère, je veux savoir ce qu'il y a dans la nourriture que je mange et que je donne à ma fille. Donc, savoir ce qu'on mange. Pourquoi savoir ce qu'on mange ? Ben voilà l'angoisse fondamentale. Elle est là, et elle est là depuis des décennies, mais ça s'accentue et ça prend des proportions considérables. Je suis ce que je mange, je ne sais pas ce que je mange. Donc, je vous laisse trouver le troisième terme. La conséquence, c'est que je ne sais pas ce que je mange, mais alors, au fait, mais dites-moi ce qu'il faut que je mange, parce que je dois prendre la décision, je suis responsable, etc. Et puis, à la limite, au secours, je ne sais plus quoi manger. Et vous verrez qu'il y a un stade supérieur ou suprême de cette interrogation, et c'est la manifestation même de la liberté de choix, de la responsabilité du choix dans une situation de prolifération des discours, de l'information, des prescriptions, des proscriptions, des conseils, des directives, enfin tout ce que vous voulez, qu'elles soient officielles ou qu'elles soient commerciales. Ça peut être celles que l'industrie, les claims, les allégations nutritionnelles qui ont été réglementées par l'Europe, mais qui ont été un enjeu important, qui sont remplacés par d'autres. Par exemple, quand il n'y a plus d'allégations de santé qui sont trop difficiles et trop chères à pouvoir faire passer dans les arcanes de l'EFSA, on passe peut-être au gluten ou au sans ceci ou au sans cela, parce que ça revient, c'est pas très compliqué. Et bon, voilà. Alors, la cacophonie nutritionnelle, ben voilà une illustration, encore une fois anglophone, pardonnez-moi, mais j'ai aussi une série de dessins humoristiques que je vous épargne aujourd'hui parce que je les ai déjà montrés. Mais voyons, cette cacophonie nutritionnelle, elle n'est pas seulement le fait des médias qui sont constamment incriminés, elle tient aussi à cette caractéristique essentielle du discours scientifique sur l'alimentation, qui est que les théories, avant même d'être solidifiées, de devenir des théories scientifiques consensuelles, je tiens toujours compte du fait qu'une théorie scientifique, pour être scientifique, doit toujours être, Karl Popper, réfutable à chaque instant. Donc, il n'y a rien d'anormal dans le fait qu'il y ait des désaccords, des controverses dans le domaine scientifique. C'est la nature même de la pensée et du fonctionnement de la communauté scientifique. Mais ce qu'il y a de caractéristique en matière d'alimentation, et ce n'est pas la même chose que la physique ou autre chose, c'est que ça se traduit immédiatement dans les médias, dans les positions, dans les recommandations des agences et des organismes de santé publique et des politiques de santé publique, et que j'ai toujours dit que c'était très difficile de donner des directives de santé publique sur des connaissances, des savoirs ou des théories qui sont, par définition, réfutables à chaque instant. Illustration parfaite, Hans Selkis, 1962, fait la couverture de Time, l'inventeur du régime méditerranéen, j'allais dire l'inventeur du cholestérol presque, n'est-ce pas, de la théorie lipidique. Et voici que 2014, Eat Butter. On s'était trompé, voilà pourquoi on s'était trompé. Et entre les deux, il y a eu 1984, la couverture sur le cholestérol, où le beurre passait un mauvais quart d'heure. Et était entré, la lipophobie était entrée dans les mœurs. Donc, vous ne pouvez pas incriminer ni les scientifiques, ni le public. Ce n'est pas une question de chercher des coupables, c'est de comprendre un fonctionnement qui est problématique. Je vois
peut-être un peu plus loin que d'habitude, parce qu'il y a de la littérature intéressante et des événements importants de ce côté-là. On est dans un âge de rupture, et j'annonçais au début, quelle rupture? Il y a ce phénomène d'individualisation générale de plus en plus accentué. Je vous renvoie pour des illustrations dans des domaines tout à fait différents. Par exemple, non, je ne donne pas d'exemple, on n'a pas le temps, peut-être dans la discussion, mais je vous envoie à l'ouvrage de Jérôme Fourquet, l'archipel français, où il utilise toutes les données, beaucoup de données disponibles, pour montrer les manifestations multiples de cet éclatement, si vous voulez, ou cette désagrégation, ou cet affaiblissement, disons, des cadres sociaux, culturels, qui faisaient en somme le squelette ou la colonne vertébrale d'un pays depuis des siècles, qu'il s'agisse de la religion, qu'il s'agisse de la notion d'identité, de l'appartenance, etc. Et en particulier ce processus d'individualisation. J'ai déjà parlé du fait que nous sommes en présence de choix constants à opérer dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique, électoral, etc. On voit en sciences politiques ce que les politologues appellent le consumérisme électoral, où l'aspect citoyen apparaît un peu moins. Enfin, tout ça nécessiterait des développements importants. Mais dans les remises en cause radicales, on s'aperçoit que le rapport à l'animal est complètement remis en cause. Passer là-dessus, ça pourrait être le sujet d'une réunion et de réflexion à soi seul. La révolution numérique, on l'a suffisamment dit, la révolution des médias numériques. On s'aperçoit que l'élevage est remis en cause et finalement l'agriculture elle-même est remise en cause parce qu'il y a des gens, il y a des organisations, probablement des multinationales aussi, qui sont déjà passés à un autre stade de la production d'aliments. Et par exemple, on parle de farming au lieu de farming, fermentation au lieu de ferme. Les questions de la ville et du territoire, qui sont là encore illustrées de façon très claire par les travaux de Fourquet et d'autres, il y a beaucoup d'ouvrages dans ce sens, et qui ont été soulevés avec évidemment les gilets jaunes depuis 1 an et demi. Je trouvais un site québécois qui parle de la perte de confiance dans la science d'une façon que j'ai trouvée assez judicieuse. C'est que la méfiance face aux élites, c'est-à-dire les gaps entre les élites éduquées de plus en plus nombreuses et de plus en plus concentrées dans les métropoles, et d'autres îlots de la population française, pour prendre la métaphore de Fourquet, le gap s'exprime aussi dans le domaine de la science. Par exemple, des sondages au Québec montrent que pour un fort pourcentage de Québécois, les scientifiques sont élitistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais l'idée qu'il y a une sorte de supériorité perçue comme une arrogance de la part de toutes ces élites. La dominance de l'opinion, ça, un Canadien sur 3, 30%, a indiqué qu'il ne croyait qu'aux sciences qui cadrent avec ses convictions personnelles. C'est-à-dire, sur les médias sociaux, l'une des choses les plus frappantes, c'est que, comme me l'a dit Daniel Kahneman une fois, une opinion divergente apparaît comme une controverse scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre le discours scientifique et l'opinion. C'est une opinion comme une autre. Une sorte de dissolution comme ça de la connaissance. Je crois que c'est quelque chose qui est bien développé dans cet ouvrage et qui appelle à la réflexion. Un mot sur la question du dégoût et la question de la morale, du moralisme. C'est-à-dire que le débat ou le discours même sur l'alimentation a toujours été très profondément marqué par la morale, et pour une raison très évidente, c'est que la collecte des ressources
appelle ensuite la division des ressources, la distribution. Et la distribution des ressources, c'est la justice sociale, c'est le fondement même de l'organisation d'un groupe humain. Donc, il y a une dimension morale, mais il y a une dimension de jugement moral à chaque fois que le sens du goût est utilisé, parce que le sens du goût est un sens de jugement. Il faut voir que c'est la modalité sensorielle goût qui est utilisée pour décrire métaphoriquement les jugements de tous ordres. Le jugement de goût, comme dit Bourdieu, le jugement de goût, c'est le bon goût, le mauvais goût, le goût en décoration, le goût en art, le goût, cette personne n'est pas à mon goût, etc. etc. Donc, ce qui est frappant, encore une fois, une diapo anglaise, anglophone, pardonnez-moi, mais elle est très frappante parce que on ne sait pas ce qu'on mange, on veut savoir ce qu'on mange. Moi, mais finalement, voilà 10 faits sur l'alimentation qui vont vous faire comprendre que vous ne voulez pas savoir. Il vaut mieux pas savoir ce qu'on mange. Et voilà l'expression, littéralement, on vomit l'alimentation contemporaine ou une partie de l'alimentation contemporaine. Et ce jugement de goût, il est particulièrement à l'œuvre devant des situations de troubles classificatoires, de désordre. Et on pense à Darwin et dans l'ouvrage sur l'expression des émotions, qui raconte un certain nombre d'épisodes illustrant cette caractéristique sur le dégoût. Il y a un exemple, par exemple, qu'il donne, il dit une barbe. Il y a beaucoup de barbus de nos jours. Enfin, c'est une affaire d'âge il y a moins de barbus quand on monte en âge, paradoxalement. On ne peut plus dire les vieux barbus, maintenant c'est les jeunes barbus. Donc Darwin dit une barbe, bon, ça n'a rien de dégoûtant, mais des traces de soupe sur une barbe, c'est répugnant. Donc c'est le rapprochement, l'incompatibilité, comme une espèce de problème grammatical qui est source de dégoût. Or, des éléments comme ça, on en a beaucoup, et on s'aperçoit que le jugement moral, c'est une dimension extrêmement forte, et ça a été étudié par des psychologues américains. Une fois de plus, Paul Rosine est dans le coup. Les résultats, par exemple, de cette étude sur les opposants aux OGM montrent que c'est en rouge en bas, beaucoup des opposants sont insensibles à la preuve. Ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte, et ils ne se laisseront pas influencer par les arguments de risque ou de bénéfice. Ce n'est pas là que ça se situe. Ça se situe à un niveau moral, dégoût, jugement moral. Bon, je passe sur les biais de l'âge digital. On ne peut pas prouver rationnellement que les licornes n'existent pas. On a le biais de confirmation. Et puis le théorème, je ne sais pas pourquoi je l'ai en anglais, je me suis trompé de diapo. Le théorème de Gerald Bronner qui dit en français, plus on augmente la quantité d'informations non structurées dans un espace social, et plus on augmente l'espace de la crédulité et de l'ignorance. La rationalité d'Internet, voilà. Pourquoi je suis passé à l'anglais, là? J'ai oublié de censurer, pardon. Je voudrais juste quelques points à retenir qui pourront revenir dans la discussion, puisqu'il faut que je finisse ici. La première caractéristique des rumeurs, des croyances, des légendes urbaines, c'est le premier boulot que j'ai fait avec Edgar Morin, c'est la rumeur, justement. Donc, ça fait 50 ans. Donc, j'ai une certaine expérience du sujet. La rumeur, la croyance, les légendes urbaines, les fake news ont deux vies ou deux cours. Ce que j'ai dit tout à l'heure avec la métaphore de la tectonique des plaques. Vous avez des failles souterraines et vous avez des canards qui courent de façon silencieuse la plupart du temps. Il y a des canards qui peuvent courir pendant 2000 ans. Réfléchissez, vous allez trouver de quoi ce que j'ai en tête. Il y a un cours latent, souterrain, et puis torrentiel ou explosif dans les périodes de crise, et on est dans une période de crise.
L'irrationalité des mangeurs. Alors, si j'ai dit que la croyance au tract de Villejuif, la question des additifs, des quelque chose, c'est quelque chose qui est bon à penser, je veux dire par là que ça rencontre quelque chose, des formes comme ça préétablies dans notre tête, ou dans la tête de certains, qui les rendent bons à penser, donc bons à croire. Mais la question de l'irrationalité des mangeurs, est-ce que c'est une idée qui est bonne à penser? Je crois que ça ne suffit pas, et je dirais même que c'est quelque chose qui relève de la contre-rumeur, d'une certaine manière. Et la phrase que je voudrais essayer de traduire et qui me paraît très, très importante de Daniel Kahneman, c'est neither foolish nor capricious, ni idiot ni capricieux, mais en fait en partie prévisible. Donc si vous savez prédire, si vous savez à l'avance un petit peu comment ça fonctionne, on est plutôt mieux préparé à lutter. En matière d'agroalimentaire, d'industrie, je crois qu'il y a une responsabilité fondamentale des industriels. Il ne faut pas crier au scandale, au food bashing, etc. Ça, c'est de la contre-rumeur. C'est inutile, c'est même néfaste. Il faut simplement, et on n'en voit pas beaucoup la trace, mais peut-être que ça peut venir que le marketing soit stratégique plutôt que tactique, c'est-à-dire qu'il pense à long terme, et qui, plutôt que les bénéfices immédiats, en jouant le jeu qui accentue la crise. Et puis évidemment, et je voudrais commencer par moi-même, évidemment là-dessus, il faut exercer soi-même la réflexivité, c'est-à-dire essayer de penser d'où on parle, comment on fonctionne soi-même et quelles sont les erreurs qu'on fait soi-même. J'espère que j'en ai pas fait trop. Je vous remercie de votre attention. Et puis juste une dernière image que j'avais oubliée. Je finis toujours là-dessus, c'est le rocher de Sisyphe. Quand on vend à manger à ses contemporains, on est comme Sisyphe. On monte le rocher le long de la pente, et on sait parfaitement qu'à un moment ou à un autre, on va retomber, il va y avoir des accusations, il va y avoir des rumeurs, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des vrais problèmes. Et il faut être prêt à accepter ce sort, peut-être peu enviable, mais c'est, je crois, la réalité.